Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Vous avez un nez très grand. Très. Ah! C'est tout? Oui. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton. Par exemple, le tonnet. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un ANAP descriptif. C'est un roc. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. Oui, Gérard Depardieu au sommet de son art, André Berkoff. C'était dans Cyrano, donc, de Bergerac, de Jean-Paul Rapneau. Alors, autrefois, on louait sa verve rabelaisienne, mais le scandale a précipité malheureusement sa chute. Il a été mis en examen, donc, en décembre 2020, pour viol et agression sexuelle, des faits qu'il conteste, André. Et il aura fallu plus de 10 ans pour voir ce mythe s'autodétruire sous nos yeux, André. Oui, c'est terrifiant. Moi, personnellement, je suis Depardieu est un immense acteur, le plus grand, quand même, de ces 20 ou 30 dernières années. C'est lui, c'est un cap, c'est une péninsule, c'est un espèce de monstre sacré et qu'on traite aujourd'hui et malheureusement on se dit est-ce que c'est vrai un sacré monstre quand même, enfin on se rappelle tous, on l'a tous connu, y compris les plus jeunes, les valseuses, Jean de Florette, La Chèvre, Le Dernier Métro, Les Fugitifs, Germinal, Christophe Colomb, etc. Et puis voilà qu'un livre sort, effectivement, de Raphaël Baquet, qui est grand reporter au Monde, Samuel Blumenfeld, qui est critique de cinéma également au Monde, vous êtes rédacteur en chef adjoint du Monde Magazine, et vous publiez cette affaire très française, Depardieu, l'histoire secrète d'une chute. Oui, c'est ça, c'est vertigineuse, devenue l'affaire de tout un pays chez Albin Michel. Et en fait, moi, ce qui me fascine, c'est qu'on se dit... À chaque fois, on se dit ça, on se dit le Dr Jekyll et Mr Hyde, qu'est-ce qui fait qu'un tel acteur, qu'un tel homme, qu'une telle espèce de... On l'a vu dans diverses affaires, et puis il y a eu tout le côté extra-cinéma, et tout l'exil fiscal, les compromissions, etc. Et puis ce type qui nous a enchantés, qui a fait aussi évidemment des nanars et des navets, mais qui a fait des films extraordinaires. Et voilà, et vous racontez effectivement, vous avez retracé un peu toute sa carrière, toute sa vie. Et c'est un livre assez, je dirais, terrifiant au sens du terme, où on se dit, mais voilà encore, non pas la chute d'une idole, mais comment une idole peut avoir sa propre chute et ses propres démons, Céline. La chute d'un monstre sacré, André Berkoff, on va en parler dans un instant sur Sud Radio avec Raphaël Baquet et Samuel Blumenfeld. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Et oui, magistral Depardieu qui rend hommage à Barbara André Berkoff. Il disait d'elle, on savait, on avait la même sauvagerie, la même violence à l'intérieur. Alors pour parler de ce monstre sacré du cinéma français, eh bien nous avons le plaisir de recevoir Raphaël Baquet et Samuel Blumenfeld, donc, qui publie une enquête choc sur lui. Bonjour à vous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour. Alors dans votre livre, une affaire très française parue chez Albin Michel, vous racontez son ascension et surtout sa chute vertigineuse, celle d'un Dr Jekyll et Mr Hyde, une dualité qui l'a toujours habité, et ce depuis l'enfance. Dans quel univers a-t-il grandi? On peut dire que son histoire familiale est assez sombre, Raphaël Baquet. Oui, c'est un enfant de Châteauroux, un enfant d'un milieu modeste, et surtout il est assez vite livré à lui-même. Ses parents ne s'occupent pas vraiment de lui, il y a 5 enfants. Il dit lui-même « J'ai grandi comme une herbe folle entre les jambes de ma mère ». C'est assez juste. Il a eu une enfance de petit voyou, en fait, une adolescence de petit voyou. À Châteauroux, il y avait une base américaine de l'OTAN. Il faisait du petit trafic, d'alcool, de cigarettes. Et à vrai dire, sa chance a été d'avoir de voisins, amis qui, eux, étaient fils de notables, enfin de notables de Châteauroux, fils de médecins.
Et c'est eux qui l'ont embarqué à Paris, où eux allaient faire du théâtre. Et c'est comme ça qu'il est parti un peu à l'aventure, et que là, il a explosé avec son véritable talent totalement naturel. Et oui. A été épatant et a ébloui tous ceux qui l'ont vu à ce moment-là. Et oui, et il débarque donc à Paris à l'âge de 18 ans, on est en 1966, et depuis ce jour-là, vous dites qu'il a largué les amarres d'une existence sans avenir, effectivement à Châteauroux. Il a effacé l'idée d'échec, écrivez-vous dans votre livre. Oui, il s'est vraiment construit tout seul. Ça, c'est vrai. C'est rare. Hein, surtout dans ce milieu assez bourgeois, il faut bien le dire, qu'est le cinéma. Hein, donc, il a vraiment forcé le destin, ouvert toutes les portes à la volée, alors qu'on ne l'attendait pas, alors qu'il n'avait même pas le physique d'un jeune premier. Donc, et c'est vraiment son talent qui a explosé à la figure de tous. Donc, on peut dire qu'effectivement, il s'est fait tout seul. Et oui. Il est d'ailleurs tout à fait autodidacte. Et d'emblée, ce talent a explosé d'emblée aux yeux de tout le monde. Oui. Ouais. Oui, il a compris deux choses que la plupart des gens ne comprennent pas, quelle que soit d'ailleurs leur origine sociale, bourgeoise, ouvrière. Il a compris en fait qu'il était certes doué, mais qu'il n'y arriverait pas sans travail. Donc il a compris d'emblée qu'il fallait qu'il... La valeur travail. Voilà, qu'il fallait qu'il identifie ses carences pour pouvoir progresser, arriver à ses fins. Maintenant, quand on dit son talent, on dit son génie, l'effet qu'il produit. Et l'effet qu'il produit est extrêmement singulier, je dirais que c'était une chose que l'on a ou que l'on n'a pas. La plupart du temps, d'ailleurs, on ne l'a pas, c'est pas grave, on s'en remet. Mais lui, il a cette propriété quasi unique dans l'histoire du cinéma français. On va dire que, si vous voulez, il y a une dizaine d'acteurs qui produisent cet effet-là à l'écran. C'est que Depardieu, dès son deuxième film, je dirais deuxième ou troisième film, Le Tueur, Denis de la Patelière, il a un rôle de figuration, de quasi-figuration. Il a 3 scènes dans le film. Et il explose. Il est en face de Jean Gabin. Ouais. Très très important, si vous voulez. C'est qu'en fait, il se joue un moment d'ailleurs que Gabin saisit mieux que Depardieu. Jean Gabin, c'est le grand acteur de l'avant-guerre, c'est aussi l'un des grands acteurs de l'après-guerre, c'est la plus grande carrière de l'histoire du cinéma français, c'est aussi quelqu'un doté d'un cerveau assez exceptionnel qui identifie en fait d'emblée son véritable successeur. Il le dit, Gabin, oui, c'est ça. Il le dit, on dit toujours il y a Delon, Belmondo. Delon, Belmondo sont d'immenses acteurs qui ont un voisinage évident avec Gabin, mais qui n'ont pas, dirais-je, cette quasi-gémellité. Il y a une ressemblance physique entre Gabin et Depardieu, elle est très importante, et en fait, ils ont cette même origine prolétaire. Et si vous voulez, Depardieu, vous voyez, dès ses tout premiers films, donc Le Tueur, il arrive sur le plateau. Il arrive en anonyme complet. Et a priori, c'est un homme sans qualité. Eh bien, quand il arrive, le silence s'installe. Et c'est le silence qui s'installe lorsqu'apparaît le génie. Or, une équipe de tournage aguerrie sait l'identifier. Parce que des acteurs, ils en ont vu des centaines. Donc, il y a effectivement, dans le cas de Gérard Depardieu, quelque chose d'absolument magique, parce que tout simplement magique au sens où le destin ne prévoyait pas cela. Il avait tout pour lui, mais en même temps, son destin n'était absolument pas écrit. Et soudain, en fait, dès sa première apparition, il a toute la vie devant lui. Et oui. Il irradie. Il est là, il irradie, il occupe l'espace. Absolument. Voilà. La star de cinéma est quelqu'un qui impose une autorité sur un plateau et qui n'a pas besoin de vociférer pour cela. Oui. Alors même que, encore une fois, il a un physique de camionneur, pas du tout de jeune premier, c'est pas justement Alain Delon. Oui. Alors même qu'il bégaye, au départ, et qu'il est inculte aussi. Oui, parce qu'il a quitté l'école très jeune, à 12 ans, c'est ça. Ouais. Or, il va tout transformer. Il va à la fois apprendre à corriger son élocution et à parler véritablement. Il va plonger dans les grands textes et se forger une culture personnelle et littéraire et théâtrale qui lui manquait. Et il va jouer de son physique, c'est-à-dire avec cette voix qu'on lui a déjà entendue, qui peut transformer en une voix extraordinairement douce, alors qu'il a carrière de déménageur. Et donc vraiment, ça, il va toujours jouer sur ses contre-emplois, sur ses contrastes,
sur ses propres défauts pour devenir un acteur exceptionnel, celui qu'on a tous en mémoire. Et oui, et dans votre livre, vous racontez effectivement une anecdote assez amusante. C'est de quelle façon il a débarqué à l'âge de 24 ans, grâce à son culot, au casting des valseuses auquel il n'était pas convié. En plus, il n'avait absolument pas le profil du fameux Jean-Claude. Comment il a réussi à convaincre Blier de lui donner ce rôle? Bertrand Blier, oui. Et tout simplement, il est arrivé en conquérant. Alors certes, il n'était pas invité, mais non seulement justement il n'était pas convié, mais en plus, il a considéré qu'il entrait en terrain conquis. Maintenant, il ne suffit pas d'entrer en terrain conquis pour conquérir. Hein. Mais dans le cas de Depardieu, si vous voulez, il avait une prescience, une intuition supérieure à celle de son metteur en scène. Alors aujourd'hui, on se dit, mais bah oui, c'est logique, les valseuses, Bertrand Blier, Patrick Devers, Gérard Depardieu, comment peut-on imaginer ce film avec quelqu'un d'autre? Maintenant, si on se remet bien dans le contexte de l'époque, Bertrand Blier, ce n'est pas un nom. Enfin, c'est un nom, c'est celui de son père, mais il est encore loin de s'être fait un prénom, très très loin. Si vous voulez, Les Valseuses, effectivement, c'est un scénario qui peut séduire, mais si vous voulez, c'est un film que personne n'attend. Je veux dire, certainement pas à cette échelle-là. N'oublions pas, nous parlons. Il y a eu le roman du même Bertrand Blier. Il a eu le roman qui s'est plutôt bien vendu. Mais enfin bon, nous sommes loin d'imaginer que ce film va faire environ 5 millions d'entrées pour un film interdit aux moins de 18 ans. Et oui, parce qu'il fera scandale effectivement à sa sortie en 1974. Et tout simplement, il se passe un phénomène très clair. Hein. C'est Gérard Depardieu sait tout mieux que les autres. Et il le sait mieux parce que tout simplement, il a cette intuition que presque personne d'autre ne possède. Oui, vous dites effectivement, précisément, il avait flairé que l'histoire des valseuses pouvait devenir une sorte d'emblème des 70s, c'est ça, ouais. Oui, il a très bien compris qu'on est dans une période d'émancipation sexuelle. Où on va choquer le bourgeois. C'est la fin de Pompidou et bientôt Valéry Giscard d'Estaing. La modernité de Giscard d'Estaing, c'est l'après 68. Et il comprend tout ça. Et il va l'incarner mieux que personne. Et c'est vrai qu'il va devenir l'emblème de cette émancipation. Le film va devenir un film culte. Aujourd'hui, quand on le regarde, honnêtement, c'est impossible de refaire un film pareil. Il y a une vision des femmes tout à fait dépassé. Mais à l'époque, c'est le film de la liberté. Et il va devenir cette effigie de la liberté sexuelle, mentale, la modernité de l'époque. Et oui. Et vous dites que dès le tournage, effectivement, de ce film à l'été 73, le producteur avait dit à Blier, Depardieu va faire peur aux femmes. Alors ça, vous me direz, on disait la même chose de Jean-Paul Belmondo au début de sa carrière, y compris à bout de souffle. Donc encore une fois, les anticipations, les jugements des hommes sur les femmes sont parfois malheureux quand même. On ferait mieux de consulter les femmes d'abord, comme ça on perdrait moins de temps. C'est pas. Donc si vous voulez, en fait, je dis ça tout simplement parce que en fait, les physiques des stars, puisqu'une star définit régulièrement un nouveau physique, si vous voulez, les physiques des stars sont toujours en avance sur leur temps. Et puis une fois qu'elles s'imposent, on se rend compte, bien évidemment, cela va de soi. Donc Depardieu devient une évidence pour tout le monde, mais pas encore pour certains producteurs. Oui. Alors Piala était son mentor. Vous lui consacrez effectivement un chapitre dans votre livre. Depardieu a fait 4 grands films avec lui. Vous dites que leur relation comporte une face noire, faite de violence, de dureté et d'humiliation entre eux, mais aussi envers les autres. Comment cela se manifestait-il entre eux et les autres ? D'abord, vous avez Maurice Piala était quand même un metteur en scène extrêmement dur, très exigeant, injuste, autoritaire, insultant. Donc, si vous voulez, les acteurs, que ce soit second rôle, troisième rôle et star et premier rôle, passaient à la moulinette. Régulièrement, ils vivaient une expérience traumatisante. Je veux dire. Philippe Léotard vit une expérience désastreuse sur La Gueule ouverte, d'ailleurs qui était un rôle qui était à l'origine dévolu à Depardieu, et puis alors on a voulu à Depardieu de ne pas faire ce film. Depardieu avait fait à la place Les Valseuses, a raison pour sa carrière. Guy Marchand sur Loulou. Enfin, si vous voulez, Richard Anconina sur Police, régulièrement les acteurs étaient laminés par Maurice Piala. Simplement là. Le Maurice Piala, en fait, s'est transformé en duo. Pas tant à partir de leur premier film Loulou qu'à partir de Police, où là, véritablement, c'est devenu un couple infernal. Et véritablement, vous aviez derrière la caméra Piala, et puis sur le plateau, vous aviez Depardieu qui était devenu le bras armé de Piala.
Et oui, vous dites que les victimes de leur complicité sont très nombreuses, notamment Sophie Marceau. Alors voilà, donc si vous voulez, nous avons le cas Sophie Marceau, qui est un cas quand même effarant. Remettons les choses dans leur contexte. On se retrouve au milieu des années 80 avec Police, qui est un tournage très difficile, de toute façon est toujours difficile chez Piala, mais où Sophie Marceau, son rôle exige qu'elle se ramasse des baffes de la part du commissaire incarné par Gérard Depardieu. Elle se ramasse de vraies baffes. Et comme nous sommes au cinéma, on refait les prises. Donc elle se ramasse beaucoup de baffes. Et surtout, elle est toute jeune. Elle a entre 17 et 18 ans. Elle est auréolée du succès de La Boum. Mais c'est un film populaire qui suscite le plus grand mépris de la part de Piala. Donc, et à l'époque, elle a eu le courage de dénoncer ce qui se passait. Voilà. Ça veut dire, elle est très courageuse et assez solide parce qu'elle fait face à 2 tyrans infernaux. Et effectivement, elle va se plaindre, elle va dire ce qui s'est passé, et Piala va la traiter publiquement de conne, de grosse conne. Il se rectifie après pour dire grosse conne. Et il emporte les rieurs avec lui. C'est elle qui perdra cette bataille vis-à-vis de la communication au public. Donc c'est vrai qu'on voit déjà se dessiner une forme d'autorité en roue libre. Elle brise la loi du silence. Et cette loi du silence, c'est aussi celle du cinéma français. D'un certain cinéma français, d'un mode de fonctionnement du cinéma. Elle arrive et dit, attendez, je me suis ramassé des baffes. C'est pas ramassé que des baffes, vous savez. Je veux dire, il y a des scènes au lit très chaudes entre elle et Depardieu. Oui, qu'est-ce qui s'est passé Depardieu, il va gaiement, il y va vraiment très gaiement. Donc, si vous voulez, tout d'un coup, elle brise la loi du silence et dit, cela n'est pas admissible. Et parce qu'elle le dit, elle se fait traîner dans la boue. Mais sur le tournage de Police, il a eu des gestes déplacés, pas qu'avec elle, apparemment, d'après ce que vous racontez. En fait, nous pensions que c'était une dérive des dernières années. Et en enquêtant sur lui, on s'est aperçu que pas du tout. C'était sa façon d'être. Sa façon d'être depuis toujours. Alors, moi, juste une question là-dessus. Et justement, je demande aussi bien au spécialiste du cinéma, qui est Samuel Blumenfeld, que reporter, qui est Raphaël Baquet. Est-ce qu'à l'époque, ça n'excuse rien, est-ce qu'à l'époque, c'était pas la coutume? C'est-à-dire, il y avait encore cette espèce de machisme qui était là, l'homme c'était l'homme, la femme c'était la femme, et je ne dis pas que ça excuse, simplement, est-ce que ce n'était pas la normalité de l'époque? Alors, la normalité, ça peut être la normalité de l'époque, mais enfin, encore une fois, c'est pas tant l'époque que le milieu du cinéma, quand même. Nous sommes, et le milieu du cinéma est surtout en particulier celui d'un tournage. C'est un ordre féodal. Et parmi les règles un ordre féodal, donc véritablement, donc très pyramidal. Et tout en haut de cette pyramide se situe le producteur, mais le producteur n'est pas tout le temps sur le plateau. Et donc, vous avez le réalisateur et la star. Mais tout le monde était complice. Mais tout le monde est complice, parce que tout simplement, il régente tout, et puis toute l'économie du film, et donc tous les salaires de l'équipe, reposent sur les épaules de ces 2 individus. Depardieu ne s'est jamais caché. C'est ça qui nous a frappés. Oui, c'est ça. Il a même besoin d'un public. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il transgresse, je ne peux même pas dire la bienséance, les relations normales entre hommes, femmes et hommes entre eux même, parce que les distributions de main aux fesses, c'est pour tout le monde. C'est général. Pas pour tout le monde, parce que vous dites qu'effectivement, il a surtout harcelé des femmes en situation de faiblesse. Il a un sens des hiérarchies tout de même, Gérard Depardieu. Effectivement, il n'agresse pas les femmes qui sont ses équivalents, il n'agresse pas les femmes qui sont stars. Il respecte l'ordre féodal. Oui, il n'agresse jamais Catherine Deneuve, Fanny Ardant, pas du tout. En revanche, oui, il agresse les petites mains du cinéma, celles qui sont précaires, les maquilleuses, les figurantes, les habilleuses. Et c'est vrai, en même temps, il le fait aux yeux de tous, parfois même devant la caméra. Il suscite les rires. Alors oui, vous dites, est-ce que tout le monde ne faisait pas ça? D'abord, non, tout le monde ne faisait pas ça. Mais en revanche, ça ne choquait pas. Ça ne choquait pas. C'est-à-dire que même, ça faisait rire, on considérait que ça faisait partie de son personnage. C'est la gaudriole, quoi. On considérait que Gérard était rabelaisien, comme on disait. C'est ça, absolument. Et non pas un type violent, agressif et vraiment qui faisait des choses inadmissibles aujourd'hui. Dans le livre... Juge, moi j'étais très frappé
que lorsque je parlais à telle ou telle personne, durant mon enquête, dont je parle de gens qui avaient travaillé avec Depardieu sur des plateaux, c'était frappant. J'étais pas là pour les interroger sur cette question, sur la question du comportement, directement la question du comportement de Depardieu sur un plateau, mais c'était étonnant. À chaque fois, il commençait par me dire... Pour raconter ça. Ah ben Gérard, il a toujours mis ses mains partout, sur les filles, parfois sur les mecs, mais surtout sur les filles. Bah oui, Gérard, il a toujours été comme ça. Et là, vous dites, mais il a toujours été comme ça, mais il peut pas continuer d'être comme ça. Ce n'est pas possible. Mais en préambule, systématiquement, j'avais... oui, il est comme ça. Et oui, et en 2003, effectivement, vous l'écrivez dans votre livre, juste avant sa mort, Piala, qui était devenu en quelque sorte donc son père, lui a dit « Il faut faire attention aux femmes ». Oui. On ne sait pas s'il le dit au sens tu seras accusé plus tard par elle, mais en tout cas, oui, ton comportement doit être un peu différent avec elles, car elles sont fortes, elles aussi. Et peut-être que Gérard Depardieu ne l'a pas toujours compris. En tout cas, il a fait une différence entre les femmes qui avaient son statut et les autres. Oui, ça c'est important parce que justement, juste un mot, les femmes qui avaient son statut l'ont défendu. Et bien sûr, parce qu'avec elle, il est charmant. Ouais, avec elle, il peut être au contraire tout ce qu'il y a de plus cultivé, poétique, attentionné. Il est tout à fait différent. Comme il a été Barbara, Catherine Deneuve et autres. Il y a deux hommes en lui, comme aurait dit Truffaut. Mais oui, bien sûr. Donc il a deux visages. Et on ne peut pas dire qu'il est infernal avec toutes les femmes. Ce n'est pas vrai. Mais il n'est pas gentleman avec toutes les femmes non plus. Et justement, dans le livre qu'il avait publié au Cherche-Midi en 2020, il disait « Je suis parfois un innocent, parfois un monstre. Tout ce qui est entre les deux ne m'intéresse pas. Tout ce qui est entre les deux est corrompu. Seul l'innocent et le monstre sont libres. » Gérard Depardieu, André Berkoff, on va continuer d'en parler dans un instant sur Sud Radio. On va parler de son goût pour l'argent, de sa fascination pour les dictateurs. Pour Castro, il était une vedette et un investisseur. Pour Poutine, une prise de guerre. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Du plus loin que me revienne l'ombre de mes amours anciennes. Du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc, les griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'il m'en souvienne. Depardieu en état de grâce, André Berkoff, quand il chante Barbara. Son histoire d'amour avec le cinéma a été l'une des plus belles du cinéma mondial. Pourquoi à un moment, il s'en est désintéressé? Il jette à peine un œil au scénario, se contentant surtout de négocier le montant de ses cachets. Écrivez-vous dans votre livre Une affaire très française, paru chez Albin Michel. Un livre dans lequel vous décortiquez sa chute, Raphaël Baquet, Samuel Blumenfeld. Moi, je dirais c'est un processus somme toute très logique quand on le met en perspective avec le comportement d'autres stars de cinéma. Sauf que chez Depardieu, c'est beaucoup plus effectif. C'est beaucoup plus excessif, excusez-moi. C'est la carrière de Depardieu, une carrière de star, vous savez, quand vous avez 10 ans de carrière, c'est énorme. Dans le cas de Depardieu, vous avez une bonne vingtaine d'années où il fait vraiment... où il enchaîne les grands films entre le mi-temps des années 70 et le mi-temps des années 90, où il tourne Le Garçu, son dernier film avec Maurice Pialat. Or, je pense qu'à ce moment-là, se casse quelque chose chez Depardieu, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il ne reçoit plus les grands scénarios qu'il obtenait auparavant parce que le cinéma a changé, parce qu'il n'y a pas l'écosystème des grands réalisateurs, eh bien c'est appauvri. Il n'est plus sa carrière américaine a tourné court suite à la désastreuse campagne des Oscars pour Cyrano, et donc soudain en fait son système s'est atrophié. Puis il y a aussi une lassitude au bout de 20 ans où il a été en permanence sur des cimes à la fois artistiques et commerciales, car n'oublions pas que le cinéma français dans les années 80,
repose industriellement sur lui, sur ses épaules. C'est un pouvoir considérable. Oui, Eh sur bien, son nom, on monte un Voilà. film de plusieurs millions, c'est ça. Ouais. Donc il s'enlace. Il finit par s'enlacer. Il se rend compte qu'il ne tournera plus les grands films qu'il tournait auparavant. Et puis il y a cette hubris qui le laisse imaginer que il est effectivement génial devant une caméra. On le lui dit, il en a conscience parce qu'il est intelligent dans son genre. Mais il se dit, si je suis génial devant une caméra, pourquoi ne serais-je pas génial en faisant des affaires? Et là commencent les grandes catastrophes. Et oui. Alors justement, oui, Car le règne des il n'est affaires. pas un homme d'affaires avisé. Et oui, et effectivement dans son sillon, donc le fameux roi du poulet Gérard Bourgoin, avec lui, il va l'emmener à Cuba faire des affaires, mais ça va être un fiasco le plus total. Racontez-nous. Parce qu'en Ouais. fait, au départ, il veut faire du vin, ce qui lui ressemble. Il est tellement la personnification de ce qu'est la France que le vignoble, la bonne chère, c'est pour lui. Et puis, il va être entraîné peu à peu. D'abord par l'appât du gain, il est assez vénal quand même, Gérard Depardieu. Et donc effectivement, il va être utilisé pour son image. C'est tout de même notre acteur français le plus connu à l'étranger. Ouais. Donc les hommes d'affaires qui ont des affaires internationales, ça les intéresse d'avoir Gérard Depardieu dans leur bagage. Et c'est vrai qu'il est embarqué par Bourgoin à Cuba pour investir dans des forages de pétrole. Bon, ça va s'avérer. Qui n'ont rien donné d'ailleurs. Non, c'est une très mauvaise affaire. Mais il rencontre Fidel Castro. Il rencontre enfin quelqu'un à sa mesure. Et ça va être le début de cette collection de dictateurs qu'il va constituer. Après Castro, il va aller plus à l'Est. Il va aller en Russie, en Tchétchénie, en Biélorussie, côtoyer tous les tyrans oui. de la planète dans lesquels il va retrouver une figure à sa mesure. Des figures viriles, autoritaires, connus du monde entier, qui durent et qui dominent leur milieu et leur société. Ils font l'histoire, oui. comme Ils lui, font il a fait l'histoire l'histoire comme à lui. sa Et manière. vous N'oubliez pas racontez, qu'il ouais. a incarné lui-même Christophe Colomb, Danton. Il a incarné des personnages historiques. Il lui faut trouver face à lui d'autres personnages historiques. Et oui, et un soir, il se retrouve donc à Moscou à un dîner avec Gorbatchev. Vous racontez de quelle façon Gorbatchev l'a interpellé. C'est assez cocasse, racontez-nous. Oui, Gorbatchev, il est inquiet. C'est le moment chaotique de la. C'est le début de l'effondrement. Le déjà, début de c'est l'effondrement, ça, c'est la fin de l'URSS. Et il est inquiet, Gorbatchev. Et il se demande un peu ce que ça... Et il voit une espèce de Depardieu assez insouciant, en fait, qui est déjà en train de frayer avec les Yeltsin, qui va d'ailleurs être embarqué dans leur campagne électorale. Il va être beaucoup utilisé, Depardieu. Oui, il fait sera preuve manipulé. Ouais. Ah oui. Il fait preuve d'une grande naïveté, peut-être d'une grande bêtise d'ailleurs, parce que il est souvent embarqué, on lui fait tourner des publicités, des spots électoraux. Il tourne à peu près tout et n'importe quoi. Il fait des publicités pour des plats cuisinés. Il déteste. Barilla. Barilla, c'est encore ce qu'il y Ça a de mieux. allait C'est fait encore. par un cinéaste. Mais il fait des publicités pour les montres, fier d'être russe, c'est le slogan. Donc, si vous voulez, il va être embarqué dans tout un monde d'affaires et de compromissions qui vont ternir quand même son image peu à peu. Et oui. Et à propos de Poutine, effectivement, vous dites que Depardieu a été pour lui une prise de guerre. On va en parler dans un instant, mais avant, écoutons ça. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found Et you. oui, alors, c'est Poutine que vous J'adore, c'est entendez. Poutine avec l'accent russe, c'est Fats Domino Exactement. en russe. C'est incroyable. Et c'était lors d'un gala de bienfaisance à Saint-Pétersbourg. On est en 2010. Il chante devant un parterre de stars internationales. Et là, il y a notamment donc Delon et Depardieu. Vous dites que Richard Gere, il y a tout le gratin d'Hollywood. Mickey Rourke, Mais oui. Sharon Stone, tout Mais ça. oui. Et vous dites que effectivement le maître du Kremlin a vite saisi donc tout le bénéfice qu'il pouvait tirer de l'image de ce comédien français si populaire qui boit comme un moudjig et tient des propos anti-américains. Comment Poutine a-t-il réussi à l'appâter, Depardieu ? D'abord, il faut remonter un tout petit peu plus loin à son échec, l'échec de sa carrière américaine. En 91, il est donc auréolé d'un immense succès international de Avec Cyrano. ouais. Et il est nominé aux Oscars pour l'Oscar du meilleur acteur et Cyrano pour l'Oscar du meilleur film étranger.
Et malheureusement, pour Depardieu, ressort à cette époque-là une vieille interview qu'il avait donnée des années auparavant, où il se vantait d'avoir participé à des viols collectifs détournantes lorsqu'il était adolescent. Ça choque l'Amérique. La France, elle, monte au créneau. Hein. Tous les hommes politiques de droite et de gauche, tous les ministres de la culture qui se sont succédés montent au créneau pour défendre Depardieu, mais c'est trop tard. L'Oscar va lui passer sous le nez, et cette carrière américaine qui aurait pu être une deuxième vie pour sa vie d'acteur va se terminer, va être mornée. C'était avant MeToo, ça. Hein, c'est avant MeToo. C'est avant MeToo. C'était la première fois en quelque sorte que son passé se retournait contre lui, c'est ça. Hein. Mais du coup, il va en nourrir un sentiment anti-américain qui explique aussi son départ vers l'Est de l'Europe, où là, il a énormément de succès, car les grandes comédies de Francis Weber ont eu un énorme succès. La Chèvre, en Russie, c'est plusieurs millions d'entrées. Il sautait d'ailleurs dans la roue de Pierre Richard. Mais vous voyez, il y a un phénomène intéressant, c'est que lorsque sa campagne des Oscars tourne court, en fait, il est ramené à une réalité qu'il n'avait jamais calculée auparavant. Auparavant, en fait, depuis le début de sa carrière, il jouait le rôle du voyou, quitte d'ailleurs à enjoliver les choses. Il racontait régulièrement son séjour en prison. Il n'est jamais allé en prison. Genre Depardieu, il n'y a pas... C'est pas Malcolm X, quoi. On a l'impression qu'il parlait de son séjour en prison comme Malcolm X, et soudain, il a eu la révélation, il s'est mis à lire des livres. Bill Vesey, je veux dire... Gérard Depardieu a fait au maximum un séjour en garde à vue, donc cela n'a rien à voir. Donc il a été en permanence encouragé justement à mythifier ce passé de voyou. Donc il se disait, ma foi, c'est la recette du succès. Et là, il arrive aux États-Unis. Les États-Unis, c'est pas n'importe quel pays, c'est Hollywood, si vous voulez. C'est entre guillemets, pour un acteur, la catégorie au-dessus. Il était poids moyen, et là, soudain, il tente de devenir poids lourd. Et comme il ne maîtrise pas les codes, comme en fait il est assez arrogant, comme il n'a pas conscience des choses. Pardon, il maîtrisait l'anglais, Samuel Blumenfeld? Oh non, il ne le maîtrisait pas. Il a très 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 mal, véritablement. Ouais. C'est My Taylor is Rich, Gérard Depardieu. Et comme en plus il est souvent ivre. Oui, ça n'aide pas. Et en fait, le passage américain le ramène à une réalité douloureuse, et comme il n'est guère dans l'introspection, c'est pas le genre à se dire, attendez, là j'ai commis des erreurs, il faut les corriger. Eh bien, au lieu d'aller ouest, il est allé plein est. Et comment justement on revient à cette question, comment Poutine a réussi à l'appâter? C'était suite en fait à l'annonce de Hollande, qui avait effectivement annoncé en 2012 donc un taux d'imposition à 75% sur les grandes fortunes, Depardieu part en Belgique. Et là le Kremlin, vous le dites, flaire aussitôt l'aubaine pour l'appâter, c'est ça. Ça fait un moment déjà que Poutine le drague, si je puis dire. Oui, il connaît tout sur lui. Bien sûr. Il est très surveillé comme d'autres grandes stars internationales. Mais Depardieu, oui, c'est une cible, on peut le dire. Et effectivement, lorsqu'il décide de s'exiler fiscalement, immédiatement, Poutine donne ordre à son ambassadeur russe en France de lui délivrer un passeport. Et évidemment, on fait soigneusement la photo de Gérard Depardieu avec son passeport. Et là, ça va être effectivement une prise de guerre. Et suivront toute une série de petits dictateurs satellites, si je puis dire, de la Russie. Les Tchétchènes, Kadyrov, Loubachenko, le Biélorusse, l'Azérie. Donc vraiment, toute une série de petits tyrans arrivent à la file derrière pour avoir Depardieu. On lui offre des appartements, on lui permet de vendre son vin, et surtout, on l'exhibe devant les caméras. Et oui, des appartements qu'il n'a jamais habités. Bien sûr que non. Et oui. Et vous racontez effectivement qu'en Ukraine, en Russie, dans tous ces pays, en Azerbaïdjan, vous dites qu'il se conduit comme un seigneur au temps du servage avec les femmes, notamment qu'il palpe en maquignon sans que personne n'y trouve rien à redire aussi dans ces pays. Il était aussi satrape, vous voulez dire, dans ces pays de l'Est qu'il était sur les plateaux de cinéma. Oui, il n'a aucune réserve, il ne se contient pas, et d'ailleurs... On l'entoure aussi de ces jeunes femmes. Bien sûr, c'est considéré comme une espèce de... Bien sûr, on le compromet d'une certaine façon. Et pas que dans les pays de l'Est. Par exemple, lorsqu'il tourne au Canada, Aime ton père, avec son fils Guillaume, qui est le film qui justement réunit les deux, véritablement. Un film qui est d'ailleurs une métaphore à peine voilée de leur relation pour le moins compliquée. Le réalisateur Jacob Berger me racontait que ils avaient un dîner avec des officiels
Au Canada, au Québec, c'est extrêmement gênant parce qu'avec les officiers, même avec une officielle, il mettait ses mains. Alors, pour le coup, c'était l'ambiance, c'était pas on rigole, enfin on essaye de rigoler un peu pour détendre l'atmosphère, mais il ne savait pas se tenir. En Occident comme en Orient. En fait, il faisait pas la différence, quoi. Je suis Depardieu, je peux faire, et voilà. Il s'est imposé à chaque fois. Oui. Alors, autre dictateur que Depardieu rêvait de rencontrer, c'est le leader nord-coréen. Un mot sur les coulisses de ce film. Vous le racontez dans votre livre. Oui, avec Yann Moix en Corée du Nord. Ouais. Mais Depardieu, il a toujours été utilisé par d'autres, hein, puisque il a une extrême célébrité, c'est une sorte de monstre. Mais est-ce qu'il se laisse faire, pardon, c'est important ce que dit, parce que est-ce qu'il se laisse faire par gentillesse, par générosité, ou parce qu'il s'en fout? Franchement, parce qu'il va avec n'importe qui, je suis méchant. Là, en l'occurrence, sur la Corée du Nord, il rêve d'y aller. Car il lui manque ce dictateur nord-coréen dans sa collection. Il mord tout de suite à l'absent quand Yann Moix lui propose le scénario. Scénario qui n'existe très léger. En tout cas, il lui propose de voyager en Corée du Nord. Et donc, oui, Gérard Depardieu dit immédiatement d'accord, et il y va. Et il est filmé sans arrêt par une petite caméra. Et on le voit bien, on l'a vu dans les images que la France entière a vues, qui ont été diffusées par Complément d'enquête. Mais il se moque qu'on le filme. Il peut se montrer de la plus grande obscénité. Il se moque totalement de l'effet qu'il produit. Et c'est là qu'on voit qu'il est en roue libre. Il a tellement l'habitude de transgresser que c'est devenu une espèce de façon d'être. Un droit. Oui, mais attendez, juste un point, parce que ça a été discuté après Complément d'enquête, et même Yann Moix, est-ce que franchement, ce qu'il a dit à un moment donné, vous savez, sur la où il y a le mouille, etc., pour le dire, est-ce que ça s'adressait vraiment, parce qu'il y a eu toute la discussion là-dessus, à la petite de 10 ans qui est un cheval, lui dit pas, ils ont dit pas du tout. Est-ce que ça n'a pas été un montage quand même quelque part, franchement? À votre avis? Le mystère persiste. Non, mais dans le montage original du film que Raphaël et moi avons vu, cette scène-là ne figure pas. Elle avait été enlevée. Elle était enlevée. Elle est trop choquante. Bah oui, soyons clairs. Je veux dire, ce n'est pas le film de Yann Moix, mais en fait, ce qui se passe, et là, ça dépasse le strict cadre du film de Yann Moix. Ici, c'est tout simplement, nous découvrons un Gérard Depardieu en roue libre. Mais en flagrante liberté d'existence. Et donc, du coup, également en flagrant délit. Il est ainsi en Corée du Nord, et en fait, nous comprenons tous qu'il est ainsi, en fait, tout le temps, partout. Parce qu'à vrai dire, on nous l'a décrit 1000 fois, comme on l'a vu. Ces grognements, ces obscénités, ces provocations à l'égard de gens qui parfois ne le comprennent pas vraiment. Parce que on le voit là dans les images qui s'adressent à l'interprète, mais il s'adresse à tous ces pauvres Nord-Coréens qui évidemment ne peuvent absolument pas répondre, car il n'y a pas de liberté en Corée du Nord. Donc il abuse de la faiblesse des autres. Et il ne peut pas l'ignorer. Et il le fait sans cesse. C'est assez terrifiant. Et oui, à ce point-là, ça peut être un peu aussi maladif. Ça pose question. Je me souviens, lorsque les images sont diffusées, je veux dire, de Complément d'enquête, Raphaël m'appelle et me dit, mais est-ce que tu as vu ces extraits quand même, etc. Je dis, bon, je regarde, etc. Et j'étais surpris de ne pas être surpris. Je m'explique. Tout simplement parce que j'ai tellement l'habitude, j'ai pris tellement l'habitude d'entendre ces choses-là que, oui, dis ça, mais... il l'a déjà dit, et voilà. Encore, voilà. Gérard Depardieu, le Marlon Brando du cinéma français. On va continuer d'en parler dans un instant sur Sud Radio. Quels étaient les points communs entre ces deux grandes stars? On en parle dans un instant. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Bien sûr, ce n'est pas la Seine. Ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, pas de quais et pas de rengaines, qui se lamentent et qui se traînent, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense. Depardieu, Brando. On peut faire un parallèle entre ces deux grands personnages, Samuel Blumenfeld. Oui, ça m'est toujours apparu effectivement extrêmement clair. Depardieu et Brando ont déjà la même origine prolétarienne. Ils ont tous les deux commencé au théâtre, sur scène, dans un théâtre très pointu. Et donc ont été, en fait, adoptés et formés par l'intelligentsia.
ils ont aussi ce génie en commun qui fait que dans le cas de Brando, durant une décennie, je veux dire, il va de chef-d'œuvre en chef-d'œuvre. Depardieu, c'est le cas pendant 10 ans. Après, ça s'espace un peu, mais il y a toujours de grands films. Et soudain, en fait, la machine se grippe au nom du même phénomène. Comme si ces deux acteurs, après avoir réalisé qu'ils avaient été sublimes aussi longtemps, réalisaient qu'ils ne pourraient pas le durer et que désormais, ils allaient s'efforcer de gâcher, en fait, tout ce qu'ils avaient construit. Il y a aussi, du coup, chez l'un et l'autre, un rapport à la boulimie, un rapport au corps. Le corps il enfle jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça a été le cas pour Brando, et dans le cas de Depardieu, il a une constitution exceptionnelle, mais en fait, ce corps, il n'arrive plus à le mouvoir. Ça a handicapé clairement sa carrière cinématographique. Je dirais aussi que, comme nous parlons de deux monstres ici, de deux soleils noirs, ils sont des filles familiales qui sont désastreuses, quoi. C'est même pas, ça va au-delà du fait divers, c'est la tragédie. Il y a aussi chez l'un comme chez l'autre un rapport à la politique qui est pour le moins assez particulier, parce qu'il y a un moment, l'un comme l'autre se mettent à raconter absolument n'importe quoi et à souscrire l'un comme l'autre à des théories complotistes. Et puis aussi, enfin, il y a cette fin, chez l'un comme chez l'autre, isolés dans leur demeure, dans leur repère. Ouais, voilà. Chez Brando, c'est 12 900 Mulholland Drive, cette fameuse maison où on lui balance du hamburger de l'autre côté de Hollywood, voilà. Et vous avez Depardieu dans son hôtel particulier, rue du Cherche-Midi, et une vie qui se termine en fait isolée. Il est vraiment reclus actuellement à Paris, Raphaël Baquet? En tout cas, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. Donc oui, il voyage quand même. Il est allé au Portugal, il est allé à Dubaï, il est allé en Anjou, où il a aussi une propriété et des vignobles. Donc ce qui est difficile pour lui, c'est que, n'oubliez pas que tout le monde le connaît. Donc il est difficile pour lui de sortir. Il a une telle masse, on le voit partout. Et il est très seul. Ces dernières années, il était entouré d'une cour un peu affairiste. Mais il n'a pas des copains qui sont restés des copains quand même. Il n'y en a pas. Enfin, il a quelques avis, fidèles, mais vous l'avez bien vu. Lorsque le scandale a éclaté de ces agressions avec les femmes, la pétition a été signée par d'anciens partenaires de cinéma et de théâtre. Et puis, lorsqu'on a su qui était derrière cette pétition et ce qui s'était vraiment produit, il y a eu quand même beaucoup de désistements. Donc, mais c'est un homme seul qui déteste la solitude. Selon vous, comment il va faire pour tenir Depardieu aujourd'hui? Je crains que l'alcool ne soit sa compagne, sa dernière compagne. Ah oui. Est-ce que selon vous, sa carrière est fichue, comme vous l'a dit, comme son ancien agent Jean-Louis Livy? Pour moi, c'est très clair. Il n'y a plus aucun diffuseur, aucun décideur pour produire un film avec lui. Ce n'est plus possible. C'est terminé. On pourrait se dire ça pourrait se poursuivre en Russie. En Russie, oui. Voilà, peut-être, mais enfin, ce serait pas très glorieux, et on va dire que nos relations avec la Russie sont pour le moins problématique. C'est vrai. Ce qui est terrifiant dans ce qu'on dit, c'est que ce type qui a fait tellement chef-d'œuvre, qui a montré ce qu'il était, on ne peut pas s'empêcher, enfin moi personnellement, de se dire il ne fera plus, alors que peut-être qu'il pourrait faire un film extraordinaire. Bon, effectivement, il a fait ce qu'il a fait, vous le dites et vous le racontez. Mais franchement, est-ce qu'il n'y a pas ce côté, parce que le cinéma français, vous le suivez Samuel, vous aussi, nous aussi, honnêtement, on peut pas dire qu'il brille par ses chefs-d'œuvre, à part quelques exceptions. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, où sont les monstres sacrés aujourd'hui? Nous vivons de toute façon désormais une époque où les stars de cinéma n'existent plus. Il y a des vedettes, il y a des people, mais la star de cinéma telle que nous l'avons connue, et je pense que de Gérard Depardieu est la dernière star, l'ultime star sans doute, masculine du cinéma français. Il n'y en aura pas. Cette époque-là est terminée. Nous n'avons plus la magie du grand écran. Je veux dire, tout cela c'est dilué entre différents écrans. La star de cinéma, c'était une personne que nous suivions dans nos existences. Nous la suivions sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Elle racontait notre vie et nos vies se reflétaient dans les films de ces stars. Cela, c'est fini. C'est une époque. C'est une époque qui a existé et qui se dissipe désormais. Samuel Blumenfeld et Raphaël Baquet, merci d'être venus sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre sur Gérard Depardieu est paru chez Albin Michel. Il s'intitule « Une affaire très française ». Tout de suite, vous retrouvez sur Sud Radio Brigitte Lahaie.